Et hello, hello, bonjour tout le monde. C'est moi, Pandovstroknis, de retour avec un logiciel de sous-titres qui ne fait pas ce que je veux. Alors, nous allons aller dans le logiciel de sous-titres qui ne fait pas ce que je veux et lui dire, eh bien, d'aller se brosser. On va alors lui dire de couvrir un petit peu plus d'espace. Ah oui, du coup, vous voyez mon logiciel de sous-titres en train de bricoler. Et voilà. Salut Jeffrey Bezos CIO, j'ai pas encore reçu ton chèque pour m'être engagé du Deep State auprès du Deep State et des grandes compagnies de la tech pour faire élire Joe Biden en pour faire élire le Bible. Oui, merci, d'accord, c'est très bien. Euh, donc pour faire élire Joe Biden, je sais pas s'il y a c'est un problème de peut-être un problème de poste ou quoi que ce soit, mais si tu pouvais vérifier s'il te plaît. Alors, ça me fait bien plaisir d'être de retour ici. Je suis en train de choisir un petit sous-titre, une petite musique différente. Petite musique différente pour. Vous savez ce que je vais mettre? Je vais mettre OST Zelda Chill. Zelda and Chill. Voilà, on va écouter ça pendant la lecture d'aujourd'hui. Voilà, puis après ça passera sur Poké and Chill. Parfait. Alors, bah, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va très bien. Non, c'est nul, c'est pas du tout ce que je voulais écouter. Le Relaxing Breath of the Wild Music with Rain. Voilà, ça c'est mieux. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas été en stream ici, mais vous m'avez entendu dans d'autres contextes, notamment sur Radio Pirate. Je sais pas si vous avez entendu parler de Radio Pirate. C'est un projet qu'on a fondé avec quelques camarades ces derniers temps pour faire face au, au confinement et qui m'a un petit peu occupé. Donc, ça m'a pris du temps et j'ai pas pu m'occuper autant des streams de sciences sociales. Puis j'ai aussi commis la grande erreur d'aller en vacances. Et alors ça c'est absolument terrifiant si vous voulez faire tenir un stream régulier, c'est d'oublier que vous avez des dates de vacances en fait au milieu. Donc, mais heureusement tout ça est réglé maintenant. Et je peux me consacrer au stream de lecture de ce soir, qui est un rattrapage du stream que j'aurais dû donner il y a 2 semaines. Euh, et dont je suis très content, que je suis très content de faire, parce que c'est encore une découverte pour moi, après la dernière découverte. Il s'agit d'une découverte d'une autrice. Salut Patchwork. Alors vous allez faire un truc, si vous êtes mes followers, vous allez aller cliquer sur Patchwork, et vous allez vous abonner à son Twitch, s'il vous plaît. Parce que Patchwork, que nous connaissions déjà parce qu'il fait la modo ici, et parce qu'il a une excellente chaîne YouTube. Et donc, Patchwork a également maintenant des streams quotidiens, c'est ça, hein, tu me corriges si je dis des bêtises. Non, pas quotidien, hebdomadaire, de commentaires politiques et d'actualité. Euh, Stream de fort bonne aloi, si j'en crois ce qu'on m'en a dit. Et donc, allez-y, vous pourrez y entendre des analyses fort à propos et, euh, et qui ne sont du coup qu'une seule fois par semaine en conflit avec Radio Pirate. Donc c'est formidable. Euh, et donc, bah ouais, allez-y, inscrivez-vous, cliquez sur la petite cloche ou sur le petit je sais pas quoi, et puis, profitez-en. Parlez-en à vos amis, parlez-en à votre chat, ainsi qu'à votre grand-mère et au chat de votre grand-mère. Je vais arrêter de dire des bêtises et passer assez vite sur le programme de la soirée ici. On va aujourd'hui parler du coup de Daniel Kergoat, ou plutôt c'est Daniel Kergoat qui va nous parler à travers ces articles et que nous allons lire et que moi je vais lire et que vous allez écouter et on verra. Et 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 ensuite ça ne s'arrêtera pas là puisque on vous a prévu, enfin je vous ai prévu toute une soirée en réalité. Hein. Après avoir lu des sciences sociales pendant 1h30, comme je n'aime pas beaucoup mes cordes vocales, je m'astreindrai à
2 heures à peu près de discussion avec mes camarades de Maudit et Socioréflexe sur la question de l'enseignement actuellement à l'université. Vous êtes bien entendu invités tous et toutes à nous rejoindre. Ça se passera à la fois sur la chaîne Twitch de Maudit. Maudit, je vous la présente plus, hein. Streameuse hors pair qui fait des choses de très grande qualité. Et aussi, je serai probablement en double stream ici, avec une autre ambiance un peu plus cheap et de mauvaise qualité. Voilà. Mais avec également, ah bah non, je couperai les sous-titres parce que ma machine à sous-titres, déjà qu'elle comprend pas quand je dis le mot de Joe Biden. Donc en plus elle sous-titre pas les sons que moi j'entends, elle sous-titre que ce que je dis dans mon micro. Voilà, alors bah commençons. Et puis après on ira Raid Radio Pirate. Ce soir sur Radio Pirate il y a une émission sur la question de la santé mentale qui je crois va parler de la question des étudiants, des étudiantes. Donc tout ça nous fait une très bonne succession. Voilà. On essaiera éventuellement de prendre en compte maintenant l'existence de Radio Pirate pour faire des petits trucs un peu amusants. Et donc c'est pas exclu, si on est encore en confinement et si la radio continue de tourner dans 2 semaines, que le stream se transforme en... que le stream se transforme en raid aussi... La machine va s'offusquer du calme, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, passons du coup tout de suite à la thématique de ce soir. Ce soir, avec retard, donc on va lire, je vais lire un article et je l'espère deux de Danielle Kergoat. Danielle Kergoat, c'est une sociologue française, spécialiste des relations de travail, des relations de classe et de la continuité, ce mot j'arrive pas à m'en souvenir, pardon, de la consubstantialité des rapports de genre, de race et de classe. Elle a notamment travaillé sur la question des ouvriers et des ouvrières, des ouvriers racisés, des ouvrières, et a intégré en fait toutes ces questions-là dans une réflexion théorique d'ensemble, dans une sociologie qui est au croisement de la question des mobilisations, de l'engagement, du féminisme et la question du travail. J'avais envoyé il y a 2 semaines, parce qu'on n'est quand même pas des bêtes, la vidéo que je viens de vous linker là, qui est une conférence que Danielle Kergoat a faite pour revenir un peu sur son parcours dans la série de conférences 40 ans de recherche sur les femmes, le sexe et le genre, qui a été faite il y a quelques temps. Donc si jamais vous voulez faire un petit point sur son parcours décrit par elle-même, parce que c'est une autrice qui a eu un parcours extrêmement extrêmement riche, et donc par conséquent intéressant à suivre, d'autant plus qu'elle connaît en ce moment, depuis pas mal de temps, puis elle a toujours eu un vrai regain d'intérêt de la part de la sociologie française en général, à la fois à cause de la popularité des thématiques de l'intersectionnalité. C'est comme ça que je l'ai rencontré, je dis ça comme si on buvait régulièrement des coups avec Danielle Kergoat, que je l'ai découverte personnellement dans le cadre d'une semi-plénière qui avait été organisée à l'AFS sur la question de l'intersectionnalité, où je l'ai écouté parler, c'était très intéressant. Et en termes thématiques de recherche, voilà, il y a une autrice qui s'appelle Jules Falquet, qui a travaillé dans le réseau thématique de Danielle Kergoat, que Danielle Kergoat a contribué à fonder, à l'association française de sociologie, le réseau thématique 24, race, classe, genre de son petit nom, si je ne me trompe pas, mais à vérifier. Et donc Jules Falquet a mis en avant les apports de sa recherche. Elle a récemment publié un bouquin qui s'appelle Imbrication, qui revient sur ça dans les mouvements sociaux. Enfin, voilà, c'est une autrice à la pensée vivante et active, et qui est tout à fait noble à mobiliser et intéressante. Et donc du coup, je pense que dans un cycle sur la race, s'intéresser à une telle sociologue, sur la classe, pardon, s'intéresser à une telle sociologue qui justement a réfléchi à la continuité de ces rapports sociaux de race, classe et genre, et ben c'est intéressant. Parce que la classe sociale, c'est quelque chose qui se vit pas dans l'abstrait et dans des discours un petit peu esthétiques, comme je le dis souvent ici, mais dans des phénomènes concrets de travail, de production, d'aliénation, d'exploitation, etc. Donc c'est ça qu'on va parler ce soir.
on va en parler à travers 2 articles. Le premier s'appelle Ouvrier égale ouvrière, proposition pour une articulation théorique de 2 variables sexe et classe sociale. Et le deuxième s'appelle le travail. Ça s'appelle pas juste le travail, hein, mais ça s'appelle le travail, un concept central pour les études de genre. Est-ce qu'il y a que chez Lisa Banana que ça coupe? Merci de me le dire. Moi, mon stream me dit que la qualité est très bonne. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas fait la démarche de changer la qualité, je crois, pour streamer en 720, donc je dois être encore en train de... je vais regarder ma sortie. Rien à signaler. Bon. Non, je stream en 540 en plus, donc ça devrait être plutôt tranquille. Écoutez, vous me dites s'il y a des problèmes. Et ben on va commencer tout de suite, hein, par le texte le plus ancien, c'est-à-dire ouvrier égale ouvrière, proposition pour une articulation théorique de 2 variables, sexe et classe sociale, que je vous colle tout de suite. Voilà. Donc c'est un PDF, vous n'avez pas besoin cette fois-ci d'avoir un compte sur Carn pour le lire. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Baisser un tout petit peu la musique dans mon oreillette. Je suis désolé, hein, j'ai pas une présence suffisante sur Twitch pour que ça vous propose... Ce que je ferai, c'est qu'un jour j'aurai vraiment du temps, et là je ferai une semaine en fait de stream sur Twitch non-stop. Comme ça j'aurai toutes les options où ça varie, les qualités et tout. Bien, petite gorgée de thé, et on s'y met. Donc, ouvrier égale ouvrière, proposition pour une articulation théorique de 2 variables, sexe et classe sociale. Daniel Cargoat. La sociologie du travail parle toujours des ouvriers ou de la classe ouvrière, sans faire référence au sexe des acteurs sociaux. Tout se passe comme si la place dans la production était un élément unificateur, tel que faire partie de la classe ouvrière, renvoyé à une série de comportements et d'attitudes relativement univoques. Et cela, il faut le noter, est tout aussi vrai pour les sociologues se réclamant du marxisme que pour les autres. Certes, cette tendance à promouvoir l'image d'une classe ouvrière relativement homogène, dont les seuls véritables clivages seraient ceux de la place dans la production et de la qualification, n'ignore pas seulement les catégories de sexe, mais des variables telles que la nationalité, l'âge, etc. Si leur qualité heuristique est peu reconnue, des variables telles que la nationalité, l'âge, etc., si leur qualité heuristique est peu reconnue, ont cependant fait l'objet depuis longtemps de traitements sociologiques. Sur la variable sexe, rien ou presque. Au mieux, on parle des femmes, mais aussitôt, la culture laisse la place à la nature, le raisonnement sociologique aux stéréotypes. Nous ne ferons pas ici le bêtisier de la sociologie du travail, ce serait trop long et par trop répétitif, d'autant qu'il suffit d'ouvrir n'importe quel livre dès qu'il y a une comparaison homme-femme à propos d'un comportement précis. Il est remarquable que l'on explique toujours la catégorie femme en la référant à celle des hommes. C'est que la comparaison n'a jamais pour but de montrer l'autonomie des pratiques et de rapporter cette autonomie au sexe social des 2 groupes. La comparaison sert uniquement à montrer que les femmes marquent des particularismes, des spécificités par rapport au modèle général, modèle défini par ailleurs dans tout le reste du livre ou de l'article. Et nous touchons là au cœur du problème, car ce modèle général, censé traiter de l'être humain, n'est le plus souvent, et c'est particulièrement vrai pour la sociologie du travail, qu'un discours masculin sur des pratiques masculines. La question « qu'est-ce que signifie socialement être un homme ?» n'est jamais posée. Bref, la catégorie homme est si dominante qu'elle a envahi la totalité du discours sociologique. Il en va d'ailleurs de même dans le mouvement syndical. Le travail salarié fut longtemps considéré comme l'apanage quasi exclusif des hommes. Et actuellement encore, la majorité des syndicalistes hommes des sections d'entreprise ou des unions départementales continuent à lever les bras au ciel dès qu'on les interroge sur les comportements féminins envers le travail et la revendication. Les femmes, ça reste pour eux différent et bien difficile à comprendre. Comme dans le cas des sociologues, les femmes travailleuses sont considérées par eux comme un sous-groupe possesseur de certaines particularités spécifiques, et tout se passe comme si le salariat était un concept univoque. Voir par exemple la notion de revendication générale, et que le sexe social n'intervenait que comme une surdétermination secondaire et au profit des seules femmes, dont les revendications seraient alors spécifiques. Alors, il y a Lisa Bull qui dit c'est triste que ce soit comme ça, que l'on est au XXIe siècle à parler comme ça. Je suis d'accord, néanmoins soulignons que l'article a été écrit au XXe siècle. J'ai pas la date exacte par contre, ça m'embête, je l'ai pas noté. 1978, me semble-t-il.
Cependant, depuis quelques années, le mouvement ouvrier marque une évolution certaine. C'est qu'il est touché de plein fouet par l'évolution des comportements féminins quant à l'emploi et quant aux revendications, et qu'il a été interpellé fortement par la renaissance du mouvement féministe. De plus, dans le cas précis des syndicats, leur représentativité, déjà faible en France par rapport à d'autres pays européens, risque encore de décroître si les femmes continuent à peu se syndiquer alors qu'elles arrivent toujours plus nombreuses sur le marché du travail. Les textes des congrès, l'accord CGT-CFDT de décembre 1974 sur la plateforme revendicative des femmes travailleuses, la création de commissions syndicales de femmes, témoignent que, même si c'est indirectement, que faire de cette masse de travailleuses non conforme à la norme majoritaire, la question est posée. Et comment pourrait-il en être autrement ? Rappelons quelques chiffres. Depuis 1968, donc jusqu'à 1978, c'est important je pense de préciser ça, depuis 1968, le nombre de femmes actives va sans cesse en augmentant, plus 13,3% de 1966 à 1976. Le taux d'activité, qui était de 33,4% en 1962 et de 38,6% en 1976, est maintenant revenu peu à peu à ce qu'il était au début du siècle, soit environ 35% en 1901 contre 39% en 1910. Taux d'activité, ça veut dire la quantité, le pourcentage de femmes qui travaillent. Sur 100 femmes, il y en a combien qui ont un emploi ? Cette évolution ne correspond pas seulement au gonflement du tertiaire. Pour les gens qui ne connaissent pas dans le métier, le tertiaire, c'est les métiers des services. On a le secteur primaire, agriculture, extraction de ressources naturelles, secondaire, industrie, donc transformation de ces ressources naturelles en biens de consommation, tertiaire, services. Cette évolution donc ne correspond pas seulement au gonflement du tertiaire. Le pourcentage de femmes dans la population active industrielle et ouvrière a cessé de décroître et même a augmenté pour certains emplois, ouvrières spécialisées et manœuvres en particulier. De 1968 à 1975, le nombre de femmes dans la population ouvrière a augmenté beaucoup plus que celui des hommes, plus 16,8% au lieu de plus 3,8%. Actuellement, les femmes représentent 22,4% de cette population. Voilà, en 1978, il y a un ouvrier sur 5 qui est une femme, donc qui est une ouvrière. Enfin, et ce n'est pas là le moins important, cette évolution se vérifie quel que soit le statut familial, la tranche d'âge, et continue malgré la crise économique. Cet article souhaite donc contribuer à un début de réflexion sur l'autonomie des pratiques sociales masculines et féminines à l'intérieur même d'une classe donnée, la classe ouvrière. La question posée sera la suivante. L'appartenance au groupe social homme ou au groupe social femme entraîne-t-elle des comportements relativement autonomes à l'intérieur de la classe ouvrière ? Est-on dit indifféremment ouvrier ou ouvrière, ou y a-t-il une manière femme et une manière homme d'être ouvrier ? C'est-à-dire, le sexe renvoie-t-il à des niveaux sociaux différents qu'il s'agit de traiter comme tels ? Certes, une telle problématique n'est pas neutre eu égard aux instruments conceptuels à utiliser. Un second temps du raisonnement consisterait à faire éclater l'unanimité des concepts appliqués jusqu'ici à l'ensemble de la classe ouvrière. Un troisième temps, enfin, consisterait à retourner vers la réalité de la façon à retourner vers la réalité de façon à poser différemment les questions, et sans doute à y trouver des réponses différentes sur et à la classe ouvrière. Nous pensons en particulier à ces processus de décomposition et de recomposition eu égard au flux et au reflux de la combativité, au problème des clivages et de leur traduction au niveau des institutions syndicales et des revendications, en particulier celles sur l'emploi, à celui encore des formes de lutte. Au-delà encore, nous pouvons espérer arriver à reposer le problème de l'interaction du patriarcat et du capitalisme. Ne sera cependant évoquée ici que la question de l'autonomie des pratiques sociales. C'est que, plutôt que de tenter de tout dire, il nous a semblé nécessaire que cet article reflète tant le déroulement temporel du raisonnement que le travail concret réalisé sur le terrain, cela afin de se garder de toute interprétation idéologique de la réalité. Avec une note de bas de page qui indique que, sur un tel terrain, il faut noter à quel point un glissement serait facile, étant donné l'imbrication d'une telle démarche de recherche avec le mouvement social où elle a pris et prend racine. C'est-à-dire que Danielle Kergovat, elle ancre sa recherche, en l'occurrence, dans la participation au mouvement féministe et au mouvement de la lutte des classes. Précisons enfin deux choses. Première chose à préciser donc, nous ne recherchons pas les principes d'identification sociale liés à l'appartenance de sexe, mais nous nous intéressons uniquement aux pratiques sociales.
c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se poser la question d'une identité féminine. Qu'il s'agisse de la classe ouvrière ou des femmes, et a fortiori des femmes de la classe ouvrière, nous ne voulons pas faire une sociologie de la domination, mais une sociologie en termes de rapports sociaux. Deuxième chose à remarquer, l'étude est centrée essentiellement sur les ouvriers et ouvrières spécialisés. Rappelons que le pourcentage de femmes dans cette catégorie est en progression, et s'appuie sur 2 enquêtes. L'une portant sur les travailleurs et travailleuses de l'agglomération de Laval, l'autre sur les ouvriers spécialisés dans une grande entreprise de construction de camions. Il s'agit donc à la fois de la présentation très ponctuelle de résultats de recherche et d'une tentative de formalisation de ces résultats dans une perspective problématique précise. Je vais vous demander un instant, il faut que j'aille voir un truc. Voilà, je vous remercie. Je venais de recevoir un mail important par rapport à mon boulot et je voulais savoir ce qui se disait dedans, sinon ça allait me faire réfléchir, cogiter pendant tout le stream. Donc là, on a eu en gros une présentation de la problématique. Je vais vous le synthétiser pour en gros. L'autrice nous a dit qu'elle allait poser la question de l'appartenance, des pratiques sociales des femmes ouvrières, qu'elle voulait se demander si être une ouvrière et être un ouvrier c'était la même chose sauf à quelques petites variations près. Elle veut poser la question des pratiques sociales. Elle veut pas juste poser la question de la domination, elle veut voir comment est-ce qu'on constitue des individus particulières. Et elle se base sur 2 enquêtes, c'est-à-dire une enquête sur les travailleurs et travailleuses à Laval et une autre sur les ouvriers spécialisés dans une grande entreprise de construction de camions. Il s'agit de... Elle le dit pas, mais enfin, c'est une enquête qu'elle a menée en 77. Reboire du thé. Salut Coconouk. Et bienvenue. Oui, ici, on est cool. On lit des trucs. 1. L'univers de travail. Les conclusions que Madeleine Gilbert tirait en 1966 de ses observations sur le travail des femmes dans l'industrie sont non seulement toujours valables, mais on peut même dire 12 ans plus tard que les caractéristiques de l'univers de travail des femmes se sont encore accentuées, compte tenu des stratégies patronales de déconcentration des unités de fabrication-montage et de surqualification-déqualification de la force de travail, stratégies qui utilisent et reproduisent à tous les niveaux les mécanismes de domination pesant sur les femmes. À cet égard, l'exemple de Laval, et en particulier des industries électroniques, est tout à fait révélateur. Dans les usines de femmes, les cadences sont souvent très élevées, et les séquences de travail extrêmement courtes. Les patrons font d'ailleurs explicitement le lien entre l'augmentation des cadences et la féminisation de la population ouvrière. Citation : « Les femmes sont beaucoup plus habiles que les hommes, elles augmentent beaucoup les cadences de travail », dit un patron dans le domaine de la métallurgie à Laval. Quant aux séquences de travail, on sait que les usines de montage de l'industrie électronique, qui sont des usines à main-d'œuvre essentiellement féministes, battent tous les records de brièveté. Les machines Virano, qui sont des machines à insertion d'éléments sur circuit imprimé, permettent à l'opératrice de poser 108 résistances en 15 minutes. Sur les manèges de bobinage, chacune des 6 opératrices travaille 8 secondes sur chaque bobine, le rythme étant imposé par la machine. Quant aux usines de confection, il faut poser 16 000 boutons par jour et par personne avec le système manuel. Si le système était automatisé, une seule ouvrière doit fournir et surveiller à la fois 4 machines à poser des boutons. Dans le même temps, ces opérations exigent beaucoup de dextérité manuelle et de minutie à travers des gestes étriqués, rétrécis dans l'espace. Les femmes sont le plus souvent assises derrière leur poste de travail et n'ont pas à se déplacer. Et de fait, tout geste rompt visuellement pour l'observateur l'unité apparente des chaînes. Ce rétrécissement du temps et de l'espace devient totalement pathogène avec l'introduction de certaines machines électroniques. Elle cite comme exemple les machines, justement fameuses machines Virano, qui indiquent successivement à l'opératrice par un rayon lumineux les points de soudure à effectuer sur les circuits. Pour que ce rayon soit plus visible, on place chaque ouvrière dans la pénombre en tendant une toile au-dessus de sa tête. Ainsi, les opératrices doivent non seulement travailler avec des temps d'opération beaucoup plus courts, mais de surcroît le cloisonnement fait qu'elles ne peuvent plus communiquer entre elles. Donc cette intensité du travail fait que les liens sociaux sont extrêmement distendus, difficiles à créer.
Compte tenu de ces caractéristiques, il est remarquable que pour les ouvrières, la pénibilité des conditions de travail, c'est moins l'individualisation, la parcellisation ou le rendement que l'aspect disciplinaire du rendement. Citation d'entretien. Et les conditions de travail? Réponse. C'est surtout les relations avec la maîtrise qui posent problème. Fin de citation. Cette phrase, nous l'avons entendue dans toutes les usines de femmes. Et partout, les relations avec la maîtrise sont tendues. Cela tient d'abord au fait que ces usines à très forte proportion d'ouvrières spécialisées, que dans ces usines à très forte proportion d'ouvrières spécialisées, le travail est tellement décomposé, parcellaire et appauvri, que le rôle d'encadrement technique de la maîtrise n'a pas lieu de s'exercer. Seule demeure la fonction disciplinaire, laquelle tend précisément à supprimer l'un des seuls aspects gratifiants de la situation de travail, c'est-à-dire la communication entre ouvrières. Mais il serait erroné de tout rapporter à l'organisation technique du travail, car il faut bien remarquer que, dans les usines où le travail est tout aussi décomposé, mais où les chaînes sont à majorité d'hommes, on est souvent arrivé à un modus vivendi entre les ouvriers et la maîtrise. Citation, les contremaîtres, on les a dressés. C'est que l'encadrement masculin a encore tendance à gonfler son pouvoir disciplinaire dès qu'il s'agit d'une chaîne de femmes. Les syndicalistes sont unanimes, une même remarque venant d'un ouvrier homme sera bien acceptée par la maîtrise, et pas du tout tolérée si elle vient d'une femme. C'est intéressant, le management en fait, le management s'exerce plus durement envers les femmes à cause du sexisme, mais aussi à cause du fait que la tâche est tellement spécialisée que en fait toute la partie de formation entre guillemets qu'il y avait dans la relation au contremaître disparaît. La maîtrise n'est qu'un exemple parmi d'autres possibles, mais il est clair que dans le contrôle social qui s'exerce sur les ouvrières, les rapports de domination viennent doubler les rapports d'exploitation. Les brimades, le système d'humiliation sont de nature totalement différente selon que la main-d'œuvre est masculine ou féminine. Certes, la maîtrise utilise toujours stratégiquement les données individuelles pour la distribution des bons et des mauvais boulots. Par exemple, l'agent de maîtrise légitimera ses actes en se référant à l'âge, la situation de famille des ouvriers. Mais dans le cas des travailleuses, ce n'est pas seulement au statut hors travail auquel on se réfère, mais à la personne elle-même, c'est son corps. Par exemple à travers des plaisanteries sur le physique, des humiliations fréquentes au moment des règles, etc. Sa psychologie et son affectivité, donc son corps, sa psychologie et son affectivité, qui sont utilisés pour asseoir le contrôle social. Bref, tout se passe comme si la vie privée des femmes devenait du domaine du public à partir du moment où elles sont à l'usine. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que les relations hiérarchiques soient l'aspect des conditions de travail le plus difficilement supporté par les ouvrières. Alors, Jeffrey Bezos, CEO, qui dit « Les ouvrières sont encore plus aliénées par leurs tâches et ont encore moins de pouvoir de décision ». Je ne sais pas si on parle exactement pour le moment d'aliénation, je pense que c'est une forme d'aliénation différente, car très naturalisante et donc très dure, et qui est en tout cas vécue comme étant très dure. Sur le pouvoir de décision, à mon avis, à l'usine dans les années 70, il ne devait pas y en avoir beaucoup, mais on va voir ce qu'elle dit dans le reste de l'article. Mais c'est sans doute à propos de la déqualification que l'utilisation par le capital des caractéristiques hors production de la main-d'œuvre féminine est la plus évidente. Car les mouvements liés à la qualification de la main-d'œuvre ne touchent pas indifféremment l'ensemble de la classe ouvrière. On observe au contraire des variations qualitatives de ce modèle selon l'appartenance de sexe. Actuellement, la situation est bien connue. Les femmes occupent les postes les moins qualifiés et les moins rétribués, et les ouvrières ne font pas exception à la règle. Là, on a un petit tableau qui nous montre en gros que plus la qualification plus la qualification augmente, plus la proportion de femmes diminue, en gros, sur l'année 75. Mais, et c'est là sans doute le plus important pour notre propos, cette déqualification va s'accentuant au fil des années. Ce mouvement, premièrement, ça va s'accentuant. Deuxièmement, ce mouvement est inverse à celui qui touche les hommes de la classe ouvrière. Quant à l'automatisation, il est à noter, en tout cas dans les usines observées, qu'elle ne change rien à la situation de déqualification des ouvrières, et cela même lorsque la pyramide socio-professionnelle dans l'entreprise est bouleversée. Nous avons ainsi pu observer deux exemples à Laval. Dans l'un et dans l'autre cas de figure, les ouvrières ne profitent pas de l'automatisation, alors même que ce sont les postes qu'elles occupent qui sont touchés. Et à l'inverse, si une partie des ouvriers en bénéficie, il s'agit exclusivement d'ouvriers hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, ça veut dire que... Ah bah tiens, elle a une note de bas de page.
Donc on va la lire parce qu'à mon avis ça va clarifier les choses. Dans le premier cas, entreprise de métallurgie, l'introduction de machines automatisées a entraîné un écrasement vers le bas de la pyramide socio-professionnelle, corrélativement à une féminisation des effectifs. Donc ça veut dire qu'on a fait rentrer des machines automatiques, mais les jobs qui sont associés à ces machines, donc qui facilitent la vie des ouvriers, ont été plutôt attribués à des hommes, et les jobs moins qualifiés à des femmes, si je comprends bien. Dans le second cas, entreprise de filature et tissage, la sophistication du matériel a entraîné la suppression de nombreux postes à travail hyper répétitifs, mal payés auparavant tenus par des femmes. Leur suppression entraîne un bouleversement de la structure de qualification, une très forte diminution des effectifs féminins, puisque les femmes ne sont ni formées ni recrutées pour les postes qualifiés ainsi créés. Comme nous le disait ingénument un syndicaliste de cette usine, citation, la seule promotion qui existe, c'est de passer régleur, mais c'est très rare, puis c'est pas une femme qui va faire ça avec les mains dans la graisse. Donc en gros, on a des femmes qui sont occupées à être sur des, par exemple dans le domaine de la filature et du tissage, sur des métiers extrêmement peu qualifiés et donc mal payés. On va automatiser la production, ça va créer un emploi dans le domaine de la gestion de la machine, mais l'effet, c'est qu'on va plutôt filer ce boulot à un homme. Alors, on a Aaron Lair qui demande « Est-ce que cette idée de productivité importante des femmes ouvrières a pu servir de terreau aux théories qui allèguent que les idéologies féministes auraient été promues par le capitalisme ?» J'arrive pas à l'exprimer très clairement, mais j'ai lu cette idée assez souvent, toujours dans le registre complotiste et en provenance de l'extrême droite. Alors, je sais pas si c'est le rôle de la sociologie de répondre à ça, parce que globalement c'est un discours antisociologique en fait, le fait de dire ça. Le capitalisme promeut le travail des femmes. Les enfants, j'ai une chose à vous annoncer, et ça va vous faire tomber de votre chaise, les patrons ont toujours de bonnes raisons d'exploiter les ouvriers et les travailleurs. Toujours. Vous avez des femmes qui travaillent, c'est une bonne raison d'exploiter les travailleurs et de ne pas augmenter les salaires. Vous n'avez pas de femmes qui travaillent, c'est aussi une bonne raison d'exploiter les travailleurs, de ne pas augmenter les salaires. Vous avez des enfants qui travaillent, c'est une bonne raison. Vous n'avez pas d'enfants qui travaillent, c'est une bonne raison. Vous avez des étrangers sur le territoire national, c'est une bonne raison. Vous n'avez pas d'étrangers sur le territoire national, c'est aussi une bonne raison. Le fait de croire que la domination se passerait bien si les dominés se comportaient bien, si vous voulez, c'est un peu ridicule. Alors maintenant, la deuxième question, c'est la question de la productivité. Et là, on retombe sur la même chose. En fait, le capitalisme en tant que système économique, pas en tant que système idéologique, parce que en fait le capitalisme fonctionne idéologiquement d'une façon un peu particulière, mais en tant que système économique, en tant que système de production, et ça vous pourrez remonter à Marx, ça consiste à extraire le maximum de travail de toutes les personnes. Et si on a besoin de passer par une théorie naturalisante disant les femmes elles sont dures à la tâche pour le faire, on va le faire. Et si on a besoin de passer par une théorie naturalisante en disant les hommes ils s'en foutent du danger, on va le faire aussi. Et c'est comme ça qu'on va vous faire monter sur un immeuble, sur un building en construction à New York, et faire le zozo sur une poutrelle qui est suspendue à 250 mètres du sol, en vous disant mais toi t'es un vrai bonhomme, t'as pas peur du vide. C'est pas un problème. Le fait de croire que le capitalisme réussit à générer des idéologies qui sont bien pratiques, non, c'est dans l'autre sens que ça se passe en fait. Le capitalisme exploite des travailleurs, extrait leur force leur force de travail, et ensuite il génère des explications, des justifications, qu'elles soient dans quelque domaine que ce soit. Alors, en réalité, c'est pas le capitalisme. Évidemment, là je suis dans une digression extra-sociologique. Mais c'est ça la réponse à la question en fait. Le problème, c'est un manque de matérialisme en fait dans l'explication de ce domaine-là, à mon avis. C'est-à-dire que les complotistes, le raisonnement complotiste, généralement le raisonnement un peu rouge-brun a tendance à penser que le capitalisme a besoin de justification. Les enfants, la justification est là en dehors de chez vous, ça s'appelle des policiers et des militaires, et si vous n'êtes pas content, ils vont vous tirer dessus. Allez demander aux grévistes de fourmis si on leur a donné des bonnes justifications pour les exploiter. Bref, là c'est un commentaire un peu à chaud et un peu agacé face à un discours en fait qui est complètement ridicule, parce que le fait de croire que les capitalistes auraient inventé dans les années 70 à travers des investissements dans des mouvements de gauche, des justifications pour exploiter la classe ouvrière, c'est négliger en fait l'histoire du capitalisme qui à ce moment-là avait quand même un certain temps. Évidemment que le capitalisme, les entreprises privées développent toujours des stratégies pour extraire davantage de richesses, c'est pas la question. Le problème c'est de confondre l'effet et la cause dans le contexte. Voilà. Je reprends ma lecture, excusez la digression. Mais, au-delà des catégories statistiques,
il faut s'interroger sur ce que recouvrent les catégories de qualification. Dans les industries de série mobilisant de nombreux ouvriers spécialisés, les CAP, n'ayant pas directement trait à la spécialité, et parfois même dans ce cas, ne sont pas reconnus par l'employeur, et cela tant en ce qui concerne les hommes que les femmes. Mais au-delà, il y a des qualifications spécifiques de la main-d'œuvre féminine, car une série de qualités recherchées par le patronat est ou non rétribuée selon que cette main-d'œuvre est masculine ou féminine. C'est ainsi que la force physique est rétribuée, mais pas la finesse des mains, qualité pourtant précieuse en filature. L'effort violent mérite une prime, mais pas la dextérité manuelle, la minutie ou la résistance nerveuse. Et cela, sous prétexte que ces qualités ne seraient pas acquises par une formation, mais inhérentes au sexe féminin. Comme si, pour reprendre le cas de l'électronique, d'abord, la petite fille par son éducation spécifique de future reproductrice, ensuite la jeune fille par l'apprentissage d'un métier type couture, enfin la jeune femme par le passage fréquent dans une usine de confection, n'avait pas acquis l'agilité et la dextérité manuelle, la minutie et la rapidité nécessaires à ces postes de travail. Là on voit une assez bonne réponse d'ailleurs à cette question de tout à l'heure. Vous voyez, on va utiliser en fait l'argument de la naturalité comme prétexte pour pas augmenter les salaires. Pour terminer la description de l'univers de travail, il est évident qu'étant donné le niveau de qualification de la main-d'œuvre féminine ouvrière, toute promotion verticale est pratiquement impossible. Et cela, tant dans le cas des usines mixtes que des usines à forte majorité de femmes. À une question sur la promotion des ouvriers spécialisés, ou des ouvrières spécialisées, un membre de la direction d'une usine, je dirais OS maintenant parce que c'est comme ça que c'est écrit dans l'article, un membre de direction d'une usine de montage en électronique répond « C'est difficile ». C'est une citation, c'est difficile car il n'y a pas de poste en P1. Le goulot d'étranglement est donc dû à la structure de l'usine. Pour les cadres, la maîtrise, on peut faire gravir allègrement les échelons, mais pour les ES, on ne peut faire une promotion qu'au niveau des salaires. Fin de citation. Mais cela, me dira-t-on, s'applique à toutes les usines de montage, qu'elles emploient des ES hommes ou des ES femmes. C'est vrai. Mais ce qui est spécifique aux usines de femmes, c'est qu'en fait un courant de promotion, aussi ténu soit-il, existe, mais qu'il est réservé quasi exclusivement aux hommes. On touche ici à un phénomène important. Les barrages sociaux à la promotion peuvent être détournés, même si c'est faiblement, la tendance existe, par les hommes. Ils ne peuvent pas l'être par les femmes. J'irai même plus loin, dans les usines mixtes où le nombre de femmes est relativement élevé, cette féminisation profite aux OS hommes. Tout l'effort patronal de promotion et de formation portera exclusivement sur eux. Citation. On a poussé des jeunes ES hommes à sortir du service militaire, à passer des CAP d'ajusteurs et de tourneurs, cela sur le temps de travail. La politique de formation des ES femmes, c'est une politique d'augmentation de salaire, citation d'une direction d'usine de montage électronique. Fin de citation. Cette discrimination apparaît d'ailleurs toute naturelle, entre guillemets, aux dirigeants d'entreprise qui légitiment en toute bonne conscience, par l'ordre naturel des choses, les mécanismes sociaux de domination. Citation. Autant il y a un amour du métier, une fierté pour le tisserand, autant c'est différent pour la filature. C'est beaucoup plus un travail de femme qu'un travail d'homme de faire des nœuds à longueur de journée sur un fil. Cela ne convient pas à la nature du sexe masculin. Passer la journée à faire des nœuds, vous n'avez pas l'impression d'avoir fait quelque chose. Fin de citation. Citation d'une direction d'une usine de textile. Certes, dans les usines de montage d'hommes, le patronat est moins ému par la parcellisation du travail et la non-promotion massive des OS. Mais il est tout à fait remarquable que la situation est alors jugée objectivement difficile et même intenable, et que le problème de la promotion apparaît alors comme un problème social réel. La bonne conscience patronale n'existe que quand la main-d'œuvre est féminine ou immigrée, mais avec une argumentation modulée différemment. Au terme de ce chapitre, il apparaît donc 1. Que l'organisation technique et sociale du travail varie selon qu'il s'agit d'une usine d'hommes ou d'une usine de femmes. Dans ce dernier cas, la désappropriation liée à l'OST, l'organisation scientifique du travail, du temps, de l'espace et du savoir est quasi totale, donc vous êtes effectivement l'objet d'une aliénation plus forte. Bref, le rapport de force capital-travail n'est pas le même selon que le travail se conjugue au masculin ou au féminin. 2. Mais les phénomènes de blocage envers la qualification, la promotion, etc., que nous avons constatés, ne sont pas réductibles aux seules structures industrielles. Ces dernières sont redoublées par toute une argumentation idéologique qui sert à légitimer le maintien de la division sexuelle du travail et la non-promotion massive des femmes. C'est en cela qu'il y a autonomie de la situation des femmes et des hommes de la classe ouvrière. Dans le cas de la force de travail féminine, les mécanismes d'exploitation copient, utilisent et redoublent les mécanismes de domination. Du même coup,
exploitation et domination forment un système intégré où la marge de liberté des femmes, en tant que travailleuses, est extrêmement réduite. La main-d'œuvre féminine se voit imposer dans l'entreprise un statut dont il lui est pratiquement impossible de sortir. Dès lors, le concept de surexploitation devient insuffisant pour prendre compte de la réalité, puisque les phénomènes de discrimination ne sont pas seulement quantitatifs, mais aussi qualitatifs. Les mouvements de déqualification-surqualification ne sont pas plus ou moins forts selon les sexes, ils vont dans des sens différents. La division technique et sociale du travail se juxtapose très étroitement à la division sexuelle du travail. Une telle analyse nécessite donc, sur le plan méthodologique, que toute approche du travail féminin soit faite conjointement à l'analyse du statut et de la place des femmes dans l'univers de la reproduction. Temps de travail salarié et temps de travail domestique, apprentissage social par la petite fille de son rôle de future femme et déqualification féminine, etc. sont à analyser de pair. Nous avons donc vu dans ce chapitre que l'univers du travail des ouvrières forme un système où le capitalisme et le patriarcat se relaient pour exploiter en dominant et dominer en exploitant. Système intégré donc, où les barrages sociaux ne sont pratiquement ni renversables ni même détournables par les femmes ouvrières. Mais il serait faux de croire pour autant que les femmes ouvrières sont totalement opprimées et dominées. Le déroulement de leur vie de travail dans le temps et dans l'espace, mobilité et turnover, montre que les choses sont infiniment plus complexes. Alors, ces fameuses théories d'extrême droite, ça me rappelle les gugus qui pensent que si les femmes sont moins bien payées, c'est parce qu'elles choisissent des boulots moins valorisés. Alors que c'est précisément ce... c'est marrant, Jeff Bezos CEO, parce que ce qu'on vient de lire là montre que c'est la théorie des patrons. C'est littéralement la théorie des patrons. C'est littéralement ce que disent les patrons qu'on emploie. C'est-à-dire, comment dire, on valorise moins les métiers de femmes parce que finalement c'est pas qu'on est sexiste, c'est que les métiers de femmes c'est moins des vrais métiers que les métiers d'hommes. C'est littéralement ce que le type disait tout à l'heure dans sa citation. Je vais vous le relire. Hop, on remonte. Je vous relis la citation. Donc, citation d'un patron. Autant il y a un amour du métier, une fierté pour le tisserand, autant c'est différent pour la filature, c'est beaucoup plus un travail de femme qu'un travail d'homme de faire des nœuds à longueur de journée sur un fil, cela ne convient pas à la nature du sexe masculin, passer la journée à faire des nœuds, vous n'avez pas l'impression d'avoir fait quelque chose. Et donc quand cette personne doit choisir entre augmenter une ouvrière ou un ouvrier, devinez qui il augmente. Je veux dire que les patrons sont d'extrême droite. La France n'est pas prête pour cette conversation. Partie 2. Emploi et mobilité. Petit 1. Des mécaniques socio-économiques rigides. L'enquête effectuée à Laval offre à cet égard des résultats tout à fait intéressants. Au niveau de l'ensemble de la force de travail, on peut dire qu'un marché de l'emploi dynamique et complexe s'est mis en place au fil des années dans la foulée de la décentralisation industrielle. Mais si l'on regarde de plus près la réalité, on peut constater que cette complexité, cette mouvance ne concerne que les ouvriers de Laval. Certes, beaucoup doivent s'exiler, mais les mouvements à l'intérieur du secteur secondaire restent extrêmement complexes. De plus, le passage à l'artisanat est théoriquement possible. Tout se passe donc comme si plusieurs stratégies rationnelles de mobilité étaient possibles pour les hommes de la classe ouvrière lavalloise. Il en va tout différemment pour les femmes de cette même classe. Ce n'est pas pourtant faute de le souhaiter. L'importance des demandes d'emploi féminines dans le tertiaire, la hiérarchisation de leurs demandes envers le secondaire témoignent bien d'une stratégie de mobilité ascendante, rationnelle et individuelle face à un marché du travail perçu comme relativement transparent. Mais à cette attitude active s'oppose la rigidité des mécanismes de ce même marché du travail et la non-perméabilité des différents secteurs d'emploi. Faiblesse du tertiaire, artisanat restant une zone d'activité essentiellement masculine, etc. Dès lors, la mobilité ascendante est de fait impossible, et la mobilité professionnelle reste linéaire, du textile à l'électronique, fortement prédéterminée, et s'arrête dès que les ouvriers sont entrés à Thomson ou LMT. Ce qui nous conduit à avancer les hypothèses suivantes. Hypothèse 1. On peut opposer une filière linéaire de mobilité féminine à un ensemble complexe de filières de mobilité masculine. Ok. Hypothèse 2, corrélativement, donc là il y a deux sous-hypothèses. Sous-hypothèse 1,
Dans cette région de décentralisation où les postes de travail offerts se caractérisent par la non-qualification et donc l'interchangeabilité, seuls les hommes de la classe ouvrière peuvent adopter une attitude offensive envers cette situation par le biais du turnover. Celui-ci pèse fortement dans le rapport de force travail-capital, puisque en période de plein emploi, il figure avec l'absentéisme parmi les principaux problèmes sociaux auxquels se disent confrontés les dirigeants d'entreprise. Sous-hypothèse 2, il n'en va pas de même pour les femmes de cette même classe. Leur mobilité n'entraîne que des conséquences négatives dans le textile et la confection. N'entraîne des conséquences négatives que dans le textile et la confection, et encore faudrait-il nuancer, puisque cela permet à ces entreprises de pratiquer massivement de bas salaires. Secteurs qui sont de toute façon touchés de plein fouet par la restructuration capitaliste de ces dernières années, et qui fonctionnent de fait comme les usines relais adaptant au travail industriel une main-d'œuvre féminine, rurale et jeune dans son premier emploi. Par contre, cette mobilité profite à l'électronique. C'est intéressant parce que là encore on revient à notre thématique de tout à l'heure, c'est si la théorie conspirationniste du capitalisme était vraie, on constaterait pas en fait cette dynamique par laquelle les entreprises plutôt investies par des hommes ne sont pas touchées premièrement en fait par les effets de ce qu'on appelle maintenant désormais la décentralisation. La délocalisation. Il y a donc bien en la matière autonomie des catégories hommes et femmes. Mais cette analyse de la mobilité rapportée au déterminisme économique du marché du travail doit être complétée et enrichie par une donnée spécifique à la force de travail féminine. La discontinuité dans le temps de la vie professionnelle ainsi que l'évolution actuelle de cette variable. Si l'on observe des usines typiquement féminines, par exemple à Laval montage en électronique ou confection, on s'aperçoit que le type de travail nécessite une main-d'œuvre jeune dont l'intégrité physique lui permette de tenir des postes nécessitant une très grande minutie. Grande importance par exemple de l'acuité visuelle dans ce type d'industrie. Et de supporter les cadences en général très élevées. On repense au fait qu'on parle de femmes qui doivent poser des dizaines de points de soudure sur un circuit imprimé à toute vitesse avec une machine. Donc effectivement on peut comprendre pourquoi l'acuité visuelle et l'intensité sont assez élevées. Le départ de nombreuses salariées vers 30 ans est donc souhaitable, car si la main-d'œuvre vieillissait, il deviendrait nécessaire d'aménager au moins certains postes ou même l'ensemble des postes. Par ailleurs, ces départs, entre guillemets volontaires, sont non seulement souhaitables techniquement, mais également socialement. Ils préservent la paix sociale, puisqu'il n'est pas besoin de licencier celles dont la vue baisse, puisqu'elles partent. Dont l'agilité manuelle diminue, dont la résistance nerveuse s'effondre, c'est-à-dire celle dont la surexploitation a utilisé les aptitudes physiques précisément nécessaires pour ce genre de travail. Or, il est à noter que si elles veulent reprendre plus tard une activité professionnelle, elles ont souvent du mal à retrouver le travail qu'elles ont quitté. Soit parce qu'elles échouent au test, soit parce que les entreprises se protègent d'avance contre cette éventualité en stipulant que toute personne partie de son plein gré ne peut être reprise ultérieurement. Il y a un processus en fait où on pousse hors du marché du travail des femmes parce qu'on les a épuisées en fait. Cette analyse nous a amené à faire l'hypothèse que l'opposition bien connue entre prolétariat des grandes entreprises bien organisées, relativement protégées, et l'ensemble des autres ouvriers beaucoup moins protégés socialement, que cette opposition recoupe, à l'intérieur du prolétariat et dans le cas exclusif des femmes, à un clivage d'âge. Pour une ouvrière, vieillir, c'est voir accroître ses chances d'être encore plus déqualifiée, surexploitée. J'ai pas prononcé la partie verbale de la phrase correctement. Donc, l'idée, c'est l'opposition entre le prolétariat des grandes entreprises et l'ensemble des autres ouvriers recoupe à l'intérieur du prolétariat un clivage d'âge spécifiquement dans le cas des femmes. C'est-à-dire, non seulement vous serez poussé comme une outsider si vous n'êtes pas dans une grande entreprise, mais vous le serez encore plus si vous n'êtes pas dans une grande entreprise et que vous avez plus de 30 ans. Cette hypothèse pourrait s'énoncer ainsi. La discontinuité dans le temps de la vie salariale des ouvrières se double souvent d'une discontinuité au niveau de la qualification, c'est-à-dire d'une déqualification massive allant en s'accroissant avec l'âge. Contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, plus vous êtes âgé, moins les patrons considèrent votre force de travail comme étant potentiellement coûteuse. Ils vont être prompts à vous rémunérer à la hauteur de ce que vous faites.
Il est bien évident que dans l'état actuel d'avancement des travaux, une telle hypothèse demande à être vérifiée. Cependant, un faisceau d'indices nous semble aller dans ce sens. Qu'il s'agisse des biographies d'ouvrières présentées en annexe du livre déjà cité de Madeleine Gilbert, ou qu'il s'agisse de la modulation du taux de chômage, c'est ainsi qu'une note du comité du travail féminin de 1976 montrait que l'élévation du niveau de chômage féminin porte essentiellement sur les femmes ayant perdu leur emploi ou en réinsertion professionnelle et qui ne parviennent pas à trouver du travail. Le texte est écrit à une époque où on n'est même pas à 10 ans après les 30 Glorieuses. Hein. Donc il faut prendre en compte ce truc-là. J'aimerais demander à quelqu'un dans le chat, s'il vous plaît, de trouver le fameux livre de Madeleine Gilbert, donc probablement un livre relativement récent, en 1978, qui doit porter sur la question des ouvrières, et de le mettre dans le chat pour que les gens puissent s'y référer en source, si jamais vous voulez approfondir, parce que ça a l'air d'être une référence pour Daniel Kergoat. Et ce serait dommage de ne pas fouiller dans ce sens-là. Le programme de sous-titres dit des bêtises, c'est ça ? Le programme de sous-titres, il marche bien quand il veut, il marche mal quand il veut pas. Dans cette perspective, la mobilité des femmes ouvrières est rapportée au système de coordonnées suivant. Discontinuité de la vie professionnelle et déqualification massive tout en s'accroissant avec l'âge, allant en s'accroissant avec l'âge. Ceci... il manque un... C'est marrant, page 82, page 81, ils ont coupé un bout de texte. Intéressant. Bon, c'est cool. Donc là, on vient de voir la question de l'exploitation, de la résistance des femmes. Cependant, il ne faudrait pas inférer du raisonnement qui précède que les comportements féminins de mobilité, et plus généralement envers l'emploi, sont pour nous complètement déterminés. D'une part parce que le poids des structures n'est pas univoque et que de nombreuses contradictions s'y font jour. Par exemple, le fonctionnement réel des marchés de travail locaux. Mais aussi et surtout parce que les acteurs sociaux ne sont jamais déterminés totalement par les structures, pas plus qu'ils ne peuvent être définis par leur place dans les structures. Même dans le cas des groupes où les mécanismes sociaux sont les plus rigides, on s'aperçoit que ces mécanismes sont détournés, contournés, contestés. Donc en gros, pas un déterminisme radical. À ce niveau, l'attitude des femmes envers l'emploi en est un bon exemple. Nous avons vu qu'à Laval, les ouvrières ont des stratégies rationnelles envers cet emploi. Mais, et c'est l'essentiel, ces stratégies perdurent à la crise économique à Laval comme ailleurs. Alors que jusqu'en 1968, il y avait une liaison négative entre le taux d'activité féminine et le taux de chômage des femmes, cette tendance est actuellement inversée. Les comportements féminins face à l'emploi marquent une plus grande rigidité, laquelle ne permet plus, ou moins, d'accompagner le ralentissement de l'activité économique. Contrairement aux vœux de nombre de dirigeants d'entreprises et même gouvernementaux, les femmes se maintiennent sur le marché du travail et s'y présentent plus nombreuses dès qu'une possibilité se manifeste. Attendez, ça c'est intéressant. Citation du ministre du Travail, Christian Belac, de 1976, donc citation, je cite. Merci beaucoup à Blazeland qui a été chercher la référence de Madeleine Gilbert, c'est probablement ça, je ne sais pas. Citation du ministre du Travail, l'importance du nombre de femmes à la recherche d'un emploi est quand même un problème très particulier. Il semble que si la femme, la mère de famille, peut rester à la maison, c'est une bonne chose. Autant l'homme a pour vocation fondamentale de travailler dans les usines et les bureaux, autant une partie de la vie de la femme peut se passer ailleurs. Ah, donc il y a une volonté de décourager les femmes à travailler, en fait. Encore une fois, assez bonne réponse du berger à la bergère par rapport à la discussion que nous avions tout à l'heure. Donc malgré tout ça, les femmes se maintiennent sur le marché du travail et s'y présentent plus nombreuses dès qu'une possibilité se manifeste. De surcroît, leur comportement s'homogénéise, quel que soit leur âge et leur nombre d'enfants. Alors là, on a un petit graphique qui compare le taux d'activité des femmes en fonction de leur âge en 1962-1975. Et ce qu'on trouve en gros, c'est que en 1962, jusqu'à
Ouais, jusqu'à 25 ans, il y a un fort taux d'activité, en tout cas en augmentation, puis il baisse à partir de 25 ans, il baisse régulièrement en fait à partir de 25 ans jusqu'à l'âge de la retraite. En 75, il se maintient beaucoup plus en fait. Euh, et notamment entre 30 ans et 50 ans, même plus que 50 ans, entre 30 ans et 55 ans, il est quasiment égal. Donc, ce qui veut dire que les femmes arrêtent en gros ce désengagement du monde du travail. Cette modification du comportement féminin face à l'emploi a d'autant plus d'importance qu'elle ne peut être expliquée par le fait que beaucoup de femmes salariées sont employées dans le secteur des services où l'emploi réagit moins rapidement que dans l'industrie aux changements économiques, cite une étude sur le sujet, et qu'elle résiste à la crise. Son apparition est d'ailleurs postérieure à 1968. Elle n'est donc pas explicable par les grands déterminismes économiques. Il y a donc un changement de comportement des femmes. Certes, le patronat, ou tout au moins une partie, continue à considérer la main-d'œuvre féminine comme une armée de réserve industrielle, encore que le bien fondé de ce concept mériterait discussion. Mais il est remarquable que les femmes mènent des luttes parfois très âpres, et de plus en plus nombreuses pour défendre leur emploi, au-delà de leur droit au travail lorsque celui-ci se trouve contesté par des mesures discriminatoires prises à leur encontre. Par exemple, Rhône Poulenc Textile à la fin de 1975, où il y a eu une grève, c'est ça, hein, une grève ou une manifestation, enfin un mouvement social contre une décision de discrimination à l'endroit des femmes ayant eu un enfant. Là encore, il est donc apparu nécessaire de traiter différemment main-d'œuvre masculine et main-d'œuvre féminine dans leur rapport à la mobilité, notion de filière, lien âge, qualification spécifique aux femmes de la classe ouvrière, etc., et à l'emploi, droit au travail incontesté pour les hommes, sans cesse remis en question pour les femmes. Nous avons donc montré également que les mêmes pratiques sociales, turnover par exemple, recouvraient des réalités très différentes selon la catégorie de sexe. Alors, je m'excuse, je vois qu'il y a une discussion, Nipoxy, le nom du programme, pardon, oui, c'est un site web qui s'appelle Web Captioner. Voilà. Donc on a vu, là elle vient de montrer en fait que des évolutions qui sont tendancielles à la crise économique, notamment le développement du turnover, recouvrent des réalités différentes en fait. Les hommes y trouvent un peu plus leur compte que les femmes. Notamment en termes de reconnaissance de l'augmentation de qualification à travers les carrières. Et elle ajoute, mais nous avons également commencé à montrer que les capacités de riposte et même d'offensivité des femmes travailleuses, c'est dans cette perspective que nous allons maintenant évoquer la relation au travail des ouvriers et des ouvrières. 3. Le travail salarié. Nous avons montré jusqu'ici comment le capital utilise et reproduit les mécanismes sociaux de domination auxquels les femmes sont soumises depuis leur plus jeune âge. Il faut maintenant aller plus loin et dire qu'il y a redoublement dans le temps, tant de travail salarié, tant de travail domestique, et dans l'espace, usine-maison, des caractéristiques sociales propres au travail féminin. Concrètement, cela se manifeste en particulier par les phénomènes d'osmose entre les scansions du temps de travail salarié et celles du travail domestique. Les ouvrières, particulièrement à partir du moment où elles ont des enfants, n'ont plus, à la différence des ouvriers, ni moment ni lieu pour se laisser aller, se laisser vivre, etc. Et quel que soit le moment et le lieu considérés, elles ne font que répéter le même type de travail. C'est en ce sens d'ailleurs qu'il faut interpréter les maladies nerveuses de la main-d'œuvre féminine, qui ne tiennent pas d'une quelconque instabilité congénitale du sexe féminin sur le plan émotionnel, mais aux conditions sociales dans lesquelles s'exerce leur double journée de travail. Je pense que c'est intéressant de lire la note de bas de page. Elle dit « Nous ne pouvons malheureusement aborder ici le problème de l'usure au travail. Il faut insister toutefois sur le fait que les statistiques existantes ne permettent pas actuellement de situer respectivement hommes et femmes par rapport aux maladies professionnelles. » Donc ça, il y a eu du progrès depuis. Elle cite ensuite des statistiques. Elle parle de burn-out. Elle parle complètement de burn-out, ouais, bien sûr. De burn-out et de bore-out aussi, c'est-à-dire du fait d'exercer des tâches qui sont décrédibilisées, qui sont beaucoup moins autonomes, comme on l'a vu plus haut, hein, d'être mises sur des postes de travail. On est sujette à beaucoup plus de micromanagement, beaucoup plus de contrôle, beaucoup moins d'autonomie, depuis les stats sur cette question disent quoi, je sais pas, je les ai pas sous les yeux.
Et donc ça doit effectivement avoir, enfin c'est sûr que ça a eu un effet désastreux pour des milliers de personnes, ce truc-là. Bref, de même que vie de travail, journée et semaine de travail sont rythmées très différemment selon les sexes, l'alternance travail-non travail, ou travail temps libre, ne s'applique qu'à une population masculine. Dès que l'on parle des femmes, c'est l'alternance travail salarié et travail domestique qui est porteuse de sens. Mais que l'on nous comprenne bien, il n'est pas question d'entonner un discours misérabiliste sur les femmes travailleuses, particulièrement les ouvrières, car ce cercle vicieux exploitation-domination ne va pas sans contradiction. Pensons par exemple à la contradiction entre l'extension massive du travail en équipe et le fonctionnement requis de la famille considérée comme la cellule de base de notre société. Surtout, les ouvrières elles-mêmes se chargent de gripper le système en ne jouant pas le jeu du travail industriel. Certes, leur résistance, leur lutte, leur fuite ne se manifestent que rarement là où on les attendait. Ce qu'elles acceptent et ce qu'elles refusent de la condition ouvrière et au-delà de la condition salariale diffère à l'évidence de ce qu'acceptent ou refusent les hommes de la classe ouvrière. C'est cela que nous voudrions montrer dans ce chapitre à travers la relation au salaire et au travail. Il ne s'agit donc pas ici d'analyser des luttes ouvertes, grèves et conflits, mais de montrer comment les pratiques quotidiennes de travail font apparaître clairement que les ouvrières ne se laissent pas enfermer dans le déterminisme des cadences et du rendement. C'est en ce sens qu'il faudrait étudier l'ensemble des pratiques non institutionnalisées de refus envers l'organisation capitaliste du temps et de l'espace, et en particulier l'absentéisme. Certes, l'absentéisme est toujours une tentative de réintégration de sa propre vie, mais s'il permet aux hommes de récupérer le temps de la vie sociale, le modèle se complique en ce qui concerne les femmes. Si ce temps libéré servait essentiellement à concilier travail salarié et travail domestique, ce que l'absentéisme marquerait alors de contestation envers l'exploitation, marquerait dans le même temps l'acceptation de la domination. Quoi qu'il en soit, cette ambivalence même fait qu'il n'est pas justiciable du même traitement sociologique que l'absentéisme masculin. Et cela précisément à cause des statuts différents des hommes et des femmes dans l'univers reproductif. Il est d'ailleurs tout à fait remarquable que dans les entreprises, les syndicalistes n'ont pas la même attitude envers l'absentéisme selon qu'ils sont hommes ou femmes. Pour les hommes, s'absenter sans motif valable, c'est un peu honteux, et il n'est pas rare qu'ils en minimisent le taux. Au contraire, les femmes non seulement ne cherchent guère à le légitimer selon des normes acceptables par le patronat, mais de plus rapportent sans réticence des conversations entre ouvrières qui témoignent que l'absentéisme est considéré comme un droit ouvrier, le droit de se faire porter pâle. À travers cette différence de sensibilité selon la catégorie de sexe à l'égard d'une conduite ouvrière exercée si massivement, on en arrive au problème central de la relation différentielle au travail salarié. Premier point, salaire vrai ou salaire d'appoint. Certes, les ouvrières de Laval ou d'ailleurs travaillent d'abord pour avoir un salaire, et pour certaines d'entre elles, il s'agit à l'évidence d'une obligation absolue. Cependant, même dans ce cas, et même dans celui de l'électronique où les OS femmes gagnent souvent autant et même davantage que leurs maris ouvriers dans d'autres entreprises, ce salaire reste considéré comme un salaire d'appoint tant par les employeurs, ce qui n'est guère étonnant, que par de nombreuses ouvrières, ce qui l'est davantage. Ainsi, les syndicalistes de la Thomson font remarquer que souvent, pour un travail égal, il y a un décalage entre les salaires masculins et féminins et que les femmes s'insurgent peu contre cet état de choses, alors même que travail et conditions de travail sont plus difficiles pour elles que pour les hommes. Ainsi, également dans la confection, les sources de mécontentement sont multiples, mais les bas niveaux de salaire sont vécus comme inéluctables étant donné la branche, tandis que le salaire féminin est souvent présenté par les ouvrières comme un salaire de confort. Bref, il s'agit apparemment d'une reproduction parfaite de l'idéologie dominante selon laquelle quand une femme mariée entre dans la production, elle peut avoir un salaire inférieur puisque le salaire des hommes est censé être suffisant pour couvrir non seulement les frais d'entretien de sa propre force de travail, mais également l'entretien de sa femme, qui assure précisément la plupart des travaux de reproduction de la force de travail de l'homme et de ses enfants. Dans cette perspective, la situation de salarié est perçue souvent comme transitoire et corrélativement, ces femmes ne considèrent pas le fait de travailler comme un droit, objet possible de revendication.
Cela dit, le discours des acteurs sociaux est à manier avec précaution. Il ne reflète pas nécessairement la réalité des comportements, mais peut avoir une fonction conformisante. Il est évident, en effet, que la revendication d'un vrai salaire n'est pas chose aisée à avancer par les femmes, puisqu'elle n'est possible que dans une perspective d'autonomisation économique et idéologique. Le discours en termes de salaire d'appoint permet donc de s'assurer la tranquillité dans le couple, la fiction du travail transitoire de la femme peut demeurer, plus généralement, la hiérarchie entre main-d'œuvre masculine et féminine n'est pas touchée. C'est intéressant ça, cette idée que en gros les femmes disent non c'est juste un salaire d'appoint juste pour qu'on leur foute la paix en fait. Parce que si elles disent c'est pas un salaire d'appoint, on va non mais du coup tu veux quitter ton mari et ça peut provoquer des problèmes. Il est donc difficile de savoir dans quelle mesure la notion de salaire d'appoint marque en profondeur les comportements féminins et si elle est même réellement intériorisée. D'autant que les femmes rencontrées à Laval, qui occupaient un emploi et n'étaient pas menacées directement de chômage, soit avaient interrompu volontairement leur vie professionnelle, soit occupaient un emploi, soit avaient interrompu volontairement leur vie professionnelle. Il n'y avait pas de chômeuse, subie, entre guillemets. Or, il semble bien précisément que l'émergence d'un second modèle de salaire vrai, soit aussi liée à la crise. Par exemple, les luttes des ouvrières de Rhône-Poulenc pour leur droit au travail. Par exemple aussi, l'évolution récente des comportements féminins envers l'emploi. Dès lors, il semble bien que l'on puisse avancer l'hypothèse selon laquelle le ralliement des ouvrières à l'idéologie du salaire d'appoint ne serait qu'une attitude de conformisation idéologique. Celle-ci, d'abord, ne permettrait pas de préjuger de leur rapport réel au travail et à l'emploi. Nous pensons même que les deux modèles, salaire d'appoint et salaire vrai, peuvent très bien exister simultanément chez les mêmes femmes. Ensuite, cette idéologie disparaîtrait le plus souvent dès qu'il y a une menace concrète sur l'emploi. Dans cette perspective, la période actuelle devrait voir l'émergence beaucoup plus massive du second modèle. Dès lors, fonder la différence entre main-d'œuvre masculine et féminine sur l'attitude envers le salaire nous apparaît comme une démarche faussée dès le départ. Il nous semble par contre que cette différence prend toute sa force lorsque l'on interroge non plus la relation au salaire, mais la relation au travail. Donc en gros, le rapport au salaire qui consiste à dire de la part d'ouvrières non mais ça c'est juste un salaire d'appoint pour mon foyer, en fait il est contredit par leur comportement. Ce qui laisse supposer à l'autrice qu'en fait c'est plus un discours qui vise à s'assurer la tranquillité que autre chose. Il y a des gens qui m'envoient des textos depuis tout à l'heure, ça commence à m'énerver. On a foutre de vos textos. Donc, la relation au travail. La motivation salariale, si elle est souvent la cause première, n'est pas nécessairement la seule qui pousse de nombreuses ouvrières à travailler. D'autres motivations existent. Mais ce qu'il faut immédiatement préciser à leur propos, c'est que dans la majorité des cas, il ne s'agit ni de l'attachement à l'entreprise, ni de l'intérêt au travail ou pour la situation organisationnelle de travail. Par exemple, des possibilités de formation ou de promotion. Tout cela n'a d'ailleurs rien d'étonnant, étant donné la longue histoire du travail féminin et la situation actuelle de surexploitation qui suffisent tout à fait à expliquer ces attitudes, sans qu'il soit besoin d'y rajouter, comme le font la quasi-totalité des cadres rencontrés, l'explication suivante: le travail ne les intéresse pas, il n'y a que la famille qui compte. Il est d'ailleurs intéressant de noter combien le système d'explication de la désaffection au travail des OS varie selon le sexe de ceux-ci. Dans le cas des OS hommes, l'explication fait appel à la société de consommation, à la jeunesse, la marginalité. La crise de civilisation, etc. En gros, on dit les hommes ne s'intéressent pas au travail parce que les hommes sont plus prêts à se sacrifier au travail parce que la société est en crise. Mais dès qu'il s'agit des OS femmes, l'explication macro-sociologique disparaît au profit de l'explication micro-psychologique. On ne dit plus les OS n'ont pas la valeur travail, mais les femmes, dont les ouvrières spécialisées, n'investissent que dans la famille. Donc là encore, on naturalise le truc. Elles sont pas passionnées par leur boulot parce que c'est des femmes. Alors que la déqualification massive des ouvrières est un fait bien connu, et est aussi vieille que l'industrialisation,
Ce n'est pas leur situation concrète et collective de productrice qui est évoquée, mais leur rapport psychologique et individuel à la sphère de la reproduction biologique et sociale. Et cela n'est pas innocent idéologiquement. Confondre les résultats avec la cause, donc les résultats étant intériorisation de l'idéologie dominante et la cause étant surexploitation et domination, cela revient à légitimer le système. Si les femmes sont sous-qualifiées, sous-promues, etc., c'est qu'elles ne le veulent pas. Qui de nos jours en France oserait affirmer, par ailleurs, qu'un travailleur immigré ne réussit pas professionnellement parce qu'il a des conduites d'échec, ou bien que les ouvriers sont exploités parce qu'ils le veulent bien? Alors, pour vous répondre, Madame Kergoat, dire que les travailleurs immigrés ne réussissent pas professionnellement parce qu'ils ont des conduites d'échec, et là c'est un discours qui s'est généralisé, et dire que les ouvriers sont exploités parce qu'ils en ont envie aussi, malheureusement. Donc à ce niveau-là, ça a été, j'avoue que il y a eu du regret. Pour un même comportement et pour une même fraction de la classe ouvrière, deux systèmes d'exploitation totalement inversés et symétriques existent donc selon que les acteurs sociaux sont des hommes ou des femmes. Donc en gros, c'est pas si vous êtes une femme, vous êtes un ouvrier plus un vagin. Si vous êtes un homme, vous êtes soumis à une certaine forme de justification idéologique de votre exploitation, et si vous êtes une femme, vous êtes soumise à une différente justification idéologique de votre exploitation. Mais dans les deux cas, c'est le patron qui gagne. Quant à nous, il apparaît évident que le désinvestissement observé correspond, dans le cas des OS femmes comme dans celui des hommes, à une stratégie rationnelle de refus de perdre leur dernière parcelle d'autonomie pour un gain inexistant. Tout ceci rappelle beaucoup, j'ai l'impression, l'analyse de Colette Guillaumin sur le fait que le sexe masculin est le sexe neutre. Ouais, complètement. C'est vraiment la même approche. Enfin, pas exactement la même approche, mais c'est la même sensibilité, en fait. C'est d'analyser les rapports de classe, mais dans le concret, en fait. Il reste cependant à expliquer l'absence d'intérêt pour une qualification supérieure, attitude particulière aux seules ouvrières. Cette explication, nous ne la donnerons pas en termes d'excuses, mais là encore en cherchant à reconstituer les stratégies individuelles qui sous-tendent ces attitudes. Un premier niveau d'analyse renvoie au fonctionnement des usines à grande majorité de femmes. C'est dans celle-là que le problème se pose réellement, puisqu'ailleurs, nous l'avons vu, le courant de promotion et de qualification est réservé aux hommes. Se qualifier pour une ouvrière est donc quelque chose de très différent que pour un ouvrier. Pas question pour elle de passer P1 et de travailler tranquillement dans un atelier d'entretien, sans rupture aucune avec le groupe ouvrier. Se qualifier, c'est presque toujours devenir polyvalente, et donc remplir de fait, sinon une fonction d'agent de maîtrise, du moins une fonction de contrôle sur les autres ouvrières. Or, dans les usines de femmes, remplir une fonction ne signifie pas automatiquement avoir le statut de cette fonction. Dans la plupart des cas constatés, la rémunération ne change pas, les directions considérant que l'intérêt accru au travail est une récompense suffisante. Il y a donc cassure de la solidarité pour un gain financier nul ou faible. C'est bien là l'explication du désintérêt des ouvrières pour la qualification, car contrairement aux idées reçues, les femmes ne se désintéressent pas totalement de la situation de travail. Au contraire, l'observation montre bien qu'est valorisé tout ce qui, dans cette situation de travail, permet l'accès au collectif, socialisation permise par le travail, découverte de la solidarité, sortir de l'isolement, nouer des relations, participer, comme le disait une ouvrière, évoquant par là son besoin de participer à l'ensemble des activités sociales. Citation. À l'usine, même si c'est dur, on est avec les autres. Autre citation. Moi je dis, le travail c'est l'aliénation, mais je dis aussi, le travail ça fait ouvrir les yeux. Les seuls moments où on n'en a pas marre, c'est quand on devient copine et quand on bloque la chaîne. Donc en gros, comme ce qu'elles recherchent, c'est une expérience collective, quand on leur dit votre qualification, dans leur cas, qualification, en tout cas dans les usines de femmes, qualification, ça voudrait dire devenir maîtrise, en fait. Et ça aurait pour effet de briser exactement la seule chose positive qu'elles tirent, enfin une des choses positives qu'elles tirent de leur travail, c'est-à-dire le sentiment collectif. Ok. Il n'y a pas d'augmentation de salaire, donc il n'y a pas de justification. Mais il nous paraîtrait erroné de limiter le désintérêt des femmes ouvrières envers la qualification à ce seul vecteur du rapport féminin au travail qu'est l'accès au collectif. Il faut également prendre en compte le second vecteur, l'absence de la valeur travail, de l'idéologie du travail. Que l'on nous le comprenne bien, dire cela n'exclut que dans certains cas,
les ouvrières n'exclut pas que dans certains cas, les ouvrières puissent avoir le goût du travail bien fait, qui est très fort dans les usines de confection. Être sensible à la valeur d'usage de leur travail ou manifester de la conscience professionnelle. Dire qu'elles ne sont pas porteuses de la valeur travail renvoie au fait qu'elles n'investissent pas, à la différence des hommes, dans le travail institution. À cela, deux raisons. D'abord, le fait que le travail ne se réduit pas pour elles au travail productif. Travailler, c'est aussi assurer les soins des enfants, s'occuper de la maison, etc. Ensuite, le travail professionnel n'est pour les femmes qu'une des modalités possibles d'existence. Certes, ce choix, ou plus exactement cette illusion de choix, n'a rien de subversif en soi. Ce qui est important, c'est la brèche qu'ouvre ainsi l'idéologie du travail, dans l'idéologie du travail, les travailleuses, en se posant la question, et toutes cela pose ou cela sont posées, même fugitivement, et si j'arrêtais de travailler. Car dès lors, le travail productif n'étant pas la définition ni première ni exclusive de l'individu, les femmes ont une toute autre attitude envers lui. Elles n'ont pas la moindre illusion sur le travail salarié comme mode d'épanouissement de soi-même. D'où les attitudes de conformisation envers l'idéologie dominante, d'où le rapport à la qualification, d'où également la volonté très forte d'intégrer, tant quantitativement que qualitativement, vie de travail et vie tout court, la tension entre volonté de travailler et volonté de maintenir une certaine distance par rapport au travail, tension que l'on retrouve d'ailleurs au niveau du militantisme. Qu'en est-il maintenant pour les hommes de la classe ouvrière ? Il est évident d'abord que la fonction de socialisation joue également à plein pour eux. Mais la grande différence, c'est que dans leur cas, cette fonction n'est pas conscientisée, puisque vie salariale et vie tout court sont totalement confondues. Et cette différence ne va pas sans conséquence quant aux formes de mobilisation et de solidarité des hommes et des femmes de la classe ouvrière. Second point, l'idéologie du travail nécessite de plus ample développement. Certes, il serait facile d'opposer les ouvriers qualifiés, soit près d'un ouvrier sur deux, puisque 48% de la population ouvrière masculine est composée d'ouvriers qualifiés de contremaîtres, dont l'attachement à la valeur travail est bien connu, aux ouvrières spécialisées et aux manœuvres femmes, soit plus de 3 ouvrières sur 4. Par contre, le problème est plus complexe dès que l'on compare la relation au travail des seuls OS hommes et femmes. Toute une littérature récente insiste d'ailleurs sur leur non-définition comme producteurs, leur désinvestissement total du travail productif et la non-participation à l'idéologie du travail. Nous allons donc tenter de voir de plus près ce qu'il en est réellement à partir d'une étude sur les OS d'une grande entreprise de métallurgie. Celle-ci a fait apparaître deux choses. Premièrement, une attitude fondamentale politique en ce qu'elle attaque, au-delà de l'organisation scientifique du travail, les fondements même du système capitaliste. Attitude profondément corrosive par les disjonctions qu'elle opère, un progrès technique et progrès social qui ne vont plus de pair, la neutralité sociale de la technique et de l'organisation scientifique du travail remise en cause, la fonction de surveillance et de contrôle de l'encadrement mise à nu et contestée, tandis que les mécanismes de reproduction de l'idéologie qui la fondent sont bloqués. Bref, la revendication de ces OS est subversive en ce qu'elle remet en cause la totalité du système, en ce qu'elle l'attaque non pas en lui reprochant d'être dysfonctionnelle, mais en tant que rationalité globale. Il est certain que l'idéologie du travail, telle du moins qu'elle existe chez les ouvriers qualifiés et au-delà dans le mouvement ouvrier français, avec les valeurs centrales de travail et de qualification, les OS ne l'ont pas. Il n'y a plus d'identification de l'ouvrier avec sa production, c'est complètement disjoint. Mais ce détachement de l'idéologie du travail est limité et ambigu. Limité, car c'est la tâche et non le travail en soi qui est récusé. Ambigu, car si la promotion et la qualification sont apparemment remises totalement en cause, il n'en reste pas moins que ces OS ne disent jamais qu'ils veulent passer P1 pour gagner plus, mais expliquent que c'est pour faire un travail plus intéressant, qu'ils demandent moins le reclassement automatique et collectif en catégorie P1 que de passer un essai, c'est-à-dire qu'ils acceptent de voir prouver individuellement leur capacité professionnelle. Tout se passe donc ici comme s'il y avait un décalage entre la prise de conscience collective et le niveau de conscience individuelle. Ce n'est pas ma formation qui est dévaluée, mais la formation. Il y a donc manifestement confusion entre la qualification, expression du rapport social capital-travail à un moment historique donné, et les catégories professionnelles. Les rapports salariaux ne sont pas analysés en tant que tels. Le salaire semble parfois rémunérer un travail, parfois la seule force de travail.
et la valeur travail reste vivante. L'ouvrier serait donc un artisan dépossédé. Conclure donc que les OS sont totalement libérés de l'idéologie du travail et de la qualification me semble très vite dit. Même les OS les plus combatifs, qui esquissent une critique globale du système, quand on leur demande de définir leur travail, répondent certes en insistant sur la dérision de celui-ci, mais aussitôt après, c'est bien en référence au travail, même s'il s'agit d'une situation théorique abstraite de travail, qu'ils cherchent à redéfinir leurs propres valeurs. En gros, ils ne veulent pas se libérer du travail, ils veulent libérer leur travail, pour synthétiser ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. En fonction non pas de ce qu'ils produisent, mais de ce qu'ils pourraient produire. S'il y a un refus du travail, c'est donc dans ses formes actuelles, articulées autour de l'organisation scientifique du travail, mais les OS continuent à se définir prioritairement par le travail et à travers la situation de travail. Et comment s'en étonner, puisqu'il s'agit d'OS, d'OS homme, et que dans nos sociétés, le statut de l'homme dépend prioritairement de son métier, et que toute son identité est forgée par et à travers le travail qui devient le lieu privilégié de son affirmation. Et comme il y a imbrication totale du travail salarié et de la vie tout court, les phénomènes d'osmose sont considérables. Ce n'est pas seulement ce travail productif qui a marqué l'homme, l'ouvrier homme à travers l'idéologie du travail, c'est également l'homme qui a marqué l'univers industriel de l'idéologie de la virilité. OS égale ouvrier spécialisé. Pour les gens qui ont d'ailleurs, qui sont arrivés en cours de route, hop, voilà, je vous remets le lien et vous pouvez vous rendre en page 32 du PDF. On est en train de lire la toute fin du truc. Ça tombe bien puisque dans 10 minutes on part en stream avec d'autres gens. En écrivant le droit à la paresse, Paul Lafargue n'aurait pas dû limiter sa dénonciation à la seule idéologie du travail, car si celle-ci est tellement efficace dans ce qu'il appelait l'asservissement du prolétariat, c'est qu'elle se nourrit et en même temps renforce de l'idéologie de la virilité. La collusion capitalisme-patriarcat n'a pas pour seule fonction de surexploiter et dominer les femmes. Elle permet aussi d'exploiter davantage et plus facilement les hommes de la classe ouvrière. C'est intéressant ça, parce que là, elle est en train de faire l'argument que dans tout le truc depuis tout à l'heure, en fait, un petit bonus ASMR, je suis joie. Ah, parce que j'ai versé de l'eau dans mon... Oui, mon micro est assez sensible. Donc, en gros, ce qu'elle explique depuis tout à l'heure, elle montre comment, en fait, l'association de l'identité masculine à l'identité de travailleur permet, en fait, au capitalisme d'exploiter les gens, de les désemparer de leur travail et surtout de les enfermer dans ce qu'on appellera des années plus tard le réalisme capitaliste, c'est-à-dire l'incapacité à penser autre chose que le fonctionnement capitaliste de la société. Il aurait évidemment été dans la logique du raisonnement de traiter maintenant des pratiques ouvrières de contestation ouverte, c'est-à-dire des luttes, des grèves, des revendications, des modèles d'action collective et des formes de militantisme, en examinant si, là aussi, il y a autonomie des comportements ouvriers selon la catégorie de sexe. Mais il était impossible de mener l'ensemble de la démonstration dans le cadre d'un seul article. Nous avons donc préféré, après avoir montré la non-univocité de l'univers de travail, insister sur le fait que, même au niveau des mécanismes sociaux les plus rigides, c'est de façon autonome selon les catégories de sexe que les pratiques ouvrières témoignent de la résistance et de l'offensivité. C'est pas exactement ce que tu dis, Jeffrey Bezos, parce que je pense que c'est un peu cliché. C'est pas de dire parce que c'est des vrais hommes, pas comme ces flemmards, c'est de dire parce qu'être un homme, c'est bosser, en fait. Et ça les rend pas fiers d'être aliénés, mais ça les rend fiers d'être ouvriers. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce qu'elle disait quand elle disait, en gros, ce qui les dérange dans le travail aliéné, c'est pas le travail, c'est pas le travail, c'est l'aliénation. Tandis que ce qu'elle repère chez les femmes, c'est que ce qui les dérange dans le travail aliéné, c'est le fait de devoir définir toute leur vie à travers le travail, en fait, à cause de questions de socialisation, etc., etc. Donc ça rend pas les femmes plus libres, mais ça les exploite d'une façon différente. Et même chose pour les hommes, en fait. C'est-à-dire l'idéologie du breadwinner, elle contribue, en fait, de leur rêve, en quelque sorte, enfin je caricature, mais leur rêve c'est d'aller à l'usine, mais ce soit une usine communiste, en fait. Et pas de juste plus avoir d'usine. Donc c'est vraiment l'identité de classe qui se constitue différemment. Bref, je reprends ma lecture. Mais il était impossible de mener l'ensemble... Bon, ça j'ai déjà lu. Certes, nous avons particulièrement insisté sur les conduites ouvrières féminines.
D'abord bien sûr parce que nous supposions connues les pratiques masculines, mais aussi parce que nous souhaitions montrer que ce n'est pas parce que les ouvrières s'attaquent frontalement peu aux barrages sociaux qu'elles sont pour autant ce groupe totalement dominé dont on renvoie trop souvent l'image. En d'autres termes, si l'offensivité de leurs pratiques passe trop souvent inaperçue, c'est parce qu'elle se manifeste sur d'autres terrains que ceux auxquels les sociologues, que les syndicalistes sont habitués à référer, que ceux auxquels tant les sociologues que les syndicalistes, sont habitués à référer la revendication ouvrière, c'est-à-dire ceux des hommes. Et c'est précisément dans le repérage de ces terrains et du déplacement des enjeux salariaux que pourrait s'enraciner une étude des pratiques revendicatives ouvrières, en termes de catégories de sexe, et en liaison avec une problématique de conscience de classe ou connaissance de classe. Conscience de sexe, pardon. Ce n'est qu'une fois cette autonomie établie qu'il conviendrait d'aborder, primo, l'analyse de la concurrence ouvrière à travers le clivage homme-femme, puis secondo, celle des revendications unifiantes en faisant l'hypothèse qu'une entrée massive des femmes dans la lutte revendicative ouverte tendrait, par le refus qu'elles marquent d'isoler dans leur lutte un aspect de l'oppression au détriment de l'autre, à remodeler profondément la problématique revendicative. Les luttes tendraient à s'exercer simultanément contre l'organisation sociale des rapports interpersonnels, serait remise en question le statut du travail productif dans la vie d'un être humain, et au-delà, l'acceptation courante du mot travail tel que l'ont imposé les sociétés industrielles. Ces luttes seraient d'autant plus subversives qu'elles attaqueraient alors de front la coupure production-reproduction, caractéristique du capitalisme jusqu'à l'avènement de celui-ci, caractéristique du capitalisme, entre parenthèses, jusqu'à l'avènement de celui-ci, production domestique et production sociale étaient liées intrinsèquement. En gros, la lutte des femmes est différente et invisibilisée. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont on a défini les luttes sociales exclut par définition ce que font les femmes, d'après Daniel Cargoat. Donc ça, c'est intéressant. Elle imagine la prise en compte de ces luttes et qui permettrait d'avoir des luttes beaucoup plus radicales, en fait, beaucoup plus générales. Au terme de cet article, nous espérons avoir prouvé le caractère heuristique, c'est-à-dire observable dans le réel, d'une problématique articulant classe sociale et catégorie de sexe, affinement de l'étude des stratégies patronales quant à la mobilisation différenciée de la force de travail, appréhension nouvelle des clivages, donc affinement de l'étude des stratégies patronales quant à la mobilisation différenciée de la force de travail, ça c'est la partie où elle expliquait que les patrons utilisaient une idéologie naturalisante pour en fait exploiter les gens. Appréhension nouvelle des clivages et des formes de solidarité qui traversent la classe ouvrière, là on le voit dans les pratiques de résistance de femmes dont elle a parlé. Masculinité sociale, idéologie du travail et mouvement ouvrier, la façon dont le fait d'être un homme, ça veut dire être un travailleur, ça veut dire une idéologie grâce à laquelle on peut exploiter les hommes, les ouvriers hommes. Repérage de nouveaux indicateurs pour mesurer le changement social, ça c'est toute la partie où elle a évoqué la question du turnover et de la façon dont elle fonctionnait différemment selon les femmes, mais également les questions des luttes. Ainsi que sa portée épistémologique, donc épistémologique en rapport à la nature même de la connaissance, comment on sait ce qu'on sait, l'épistémologie, en ce qu'elle remet en question, et sans qu'il soit besoin de se livrer à des exégèses sophistiquées, toutes les coupures traditionnelles qui scandent notre vie sociale et dont la théorie sociologique se fait trop souvent le fidèle reflet, vie privée, vie publique, travail-loisir, production-reproduction, etc. Daniel Cargoat, mai 1978. Et c'est fini pour l'article. Qui n'était pas une mince lecture à titre strictement personnel, mais c'était vachement intéressant, j'ai appris beaucoup de choses, je sais pas si c'est votre cas. Je pense qu'il y a des moments où ça devait aller un petit peu au pas de charge, parce que j'ai vu que l'heure tournait et j'ai accéléré un petit peu. Un truc que je trouve incroyable avec ce type d'autrice, c'est que ces discussions-là, pour revenir encore une fois à l'espèce de petite... parenthèse, ouais, il faut rester concentré, désolé. L'espèce de petite parenthèse de tout à l'heure, en fait, ce qui me frappe en fait en lisant ce type d'autrice, c'est qu'on va avoir une espèce de débat complètement abstrait sur le genre de sujet qu'on a cité tout à l'heure, et puis après on va avoir un texte en fait qui est vachement empirique, en fait, vachement clair, c'est-à-dire elle part pas du tout dans des considérations, pardonnez le jeu de mots, sur le sexe des anges. Elle part immédiatement sur, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes une femme, votre travail il est organisé comme ça, parce que vous êtes une femme, le patron il vous traite comme ça, parce que vous êtes une femme, quand on change la machine, ça fait ça, et pas du tout dans des abstractions, en fait. Hein. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite minute de pause,
à l'issue, hop là, voilà,